Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les experts au féminin. Nous sommes encore en vacances, donc édition spéciale. Ce soir, avec notre plateau d'expertes, nous allons discuter des pistes pour la relance économique post-Covid en Guadeloupe. Autour de cette table, Marie-Luce Panchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe, présidente de la commission économie, recherche et développement économique sociale et solidaire, et vous êtes aussi présidente du conseil de surveillance du port. Avec vous, nous allons discuter des dispositifs de la région pour accompagner les entreprises, mais également de vos idées pour cette relance économique. Betty Fosta est également notre invitée. Vous êtes fondatrice d'IPEOS. Qu'est-ce qu'IPEOS, Betty Fosta? C'est une entreprise de services numériques qui à la fois accompagne sur les sujets techniques la transformation numérique et éditeur de solutions logicielles dans tout ce qui concerne en fait l'administration, des questions de e-tourisme principalement. Vous êtes également représentante France de Black in Technology. De quoi s'agit-il exactement? Alors, Black in Technology, c'est une fondation américaine qui vise à accompagner en fait les Noirs sur la question des évolutions de carrière, sur la place en fait de plus de diversité dans les sociétés avec des COMEX, c'est-à-dire des comités exécutifs à très haut niveau, faire en sorte de briser les plafonds de verre, faire en sorte que certains fonds de RSE aillent vers plus d'inclusion des populations qui sont un peu écartées de certaines opportunités financières de par leur couleur, de leurs questions ethnoculturelles, etc. Donc il y a un gros travail à faire en France et singulièrement aussi en Guadeloupe, puisqu'on sait que pour des raisons historiques et pour des raisons sociétales, on a une vraie difficulté en tous les cas au niveau de notre société à faire comprendre que la diversité c'est une hygiène en fait pour le développement des entreprises et même pour l'essor de certaines économies. Un beau sujet d'intersectionnalité, j'espère qu'on pourra en toucher un mot avant la fin de l'émission. Aurore Costa, bonsoir, vous êtes également notre invitée, vous êtes consultante auprès des entreprises. En quoi consistent vos activités au quotidien? Au quotidien, c'est rencontrer un client où on va faire en amont un travail d'identification de ses besoins qui peuvent être multiples. Ça peut être simplement le prendre, le sortir de son quotidien pour identifier ses besoins au niveau de sa stratégie, redéfinir ses objectifs quantitatifs, qualitatifs, mettre en place un plan d'action pour atteindre ses objectifs. Et ce plan d'action va porter sur des opérations, ça peut être de l'optimisation de ses achats, ça peut être restructurer ses équipes, entre autres constituer une force commerciale, travailler sur l'optimisation de ses moyens financiers, travailler sur des demandes de financement aussi, puisqu'on a des problématiques assez importantes ces temps-ci sur cette notion de financement et de trésorerie dans les entreprises. Et ensuite mettre en place un moyen qui va permettre de suivre les actions qui ont été effectuées pour voir si ça a apporté ses fruits ou pas. Très bien. Au téléphone, nous avons Alan Nagam, qui est le président de la FTPE, la Fédération des très petites entreprises. Monsieur Nagam, bonsoir. Et bonsoir, mesdames, chefs d'entreprise. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation aux experts au féminin. Ceci dit, on parlait d'inclusion, nous acceptons également les experts hommes. Donc, vous êtes président de la FTPE, nous disions, et nous allons discuter ce soir des pistes pour la relance économique post-Covid. Mais commençons déjà par le constat, monsieur Nagam. Vous, en votre qualité de président de la FTPE, au contact quotidien de ces très petites entreprises qui constituent la majorité du tissu économique guadeloupéen, quel est votre constat? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que la relance prenne? Écoutez, c'est d'abord les TPE, mais il faut savoir aussi que les TPE sont aussi les premiers employeurs du territoire. Et effectivement, le constat est clair, c'est que nous sommes conscients qu'à passer la période Covid, nous allons perdre 60% de nos entreprises. Et vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui étaient déjà en difficulté par ailleurs, mais que la situation sanitaire a exécuté. Mais le but n'est pas de rester à cela. Le but, effectivement, c'est de pouvoir accompagner par un plan de relance d'activité. Et je le dis bien parce que le plan de relance de l'État ne convient pas à la situation économique des territoires. C'est pour ça que nous parlons de plan de relance d'activité des entreprises, restructuration des entreprises pour préserver l'employabilité par ceux qui peuvent, accompagner ceux qui on peut maintenir, mais aussi financer le haut de bilan des entreprises pour améliorer leur trésorerie. Je pense que si nous ne faisons pas ça,
Nous ne pourrons pas redresser la tête. Et c'est vrai que les choses et la situation économique de la Guadeloupe, quand on sait que le système d'économie de comptoir dans lequel nous sommes est arrivé au bout de son terme, c'est-à-dire que nous n'allons pas mettre 32 centres commerciaux sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe pour créer l'emploi. Ce système-là, il est fini et nous devons effectivement réfléchir à d'autres pistes. Donc, ce que pense la FTPE aujourd'hui, c'est que nous avons réfléchi à développer un autre schéma économique pour la Guadeloupe pour relancer par la relance de la production industrielle basée sur le potentiel énergétique marine, végétal, animal de la Guadeloupe. Comme je le dis, parce qu'aujourd'hui je travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise qui sont dans l'agrotransformation, l'élevage particulièrement, il est inadmissible que nous puissions consommer 90% de poulet en importation ici. Il est inadmissible de savoir que nous pouvons, à travers de la qualité et d'expertise que nous avons chez nous, continuer effectivement à être, et que Iguavi soit le premier importateur de carcasses de viande bovine chez nous. Donc nous devons réfléchir différemment. Donc effectivement, nous pensons effectivement avec les projets, par exemple le projet Géo Guadeloupe Pioneer Show que nous portons, mais aussi avec toute cette filière qui nous est proposée aujourd'hui, que ce soit la cannabiculture, que ce soit l'indigo, que ce soit la patate, qui effectivement, tout ça, ce sont des sujets de colorants, et on a aujourd'hui tout un panel de potentiel énergétique en Guadeloupe pour végétal marine pour pouvoir relancer l'activité. Donc c'est à cela aujourd'hui que nous accompagnons, surtout que nous battons beaucoup pour dire qu'il faut que les jeunes reviennent. Mais les jeunes ne peuvent pas revenir s'ils doivent revenir pour aller demander du travail dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de techniciens ingénieurs, de jeunes ingénieurs, justement pour qu'ils créent des entreprises d'envergure et s'associer, parce que nous sommes aussi pour le développement effectivement du capital risque, de développer effectivement des sociétés d'entreprises et sortir effectivement de cette méthodologie d'entreprise individuelle que nous avions. Donc on développe l'actionnariat, on crée des entreprises d'envergure et on crée l'emploi. Parce qu'effectivement, moi je voudrais que les intelligents guadeloupéens donnent du travail à ceux qui n'ont pas les moyens, comme ça c'est toujours fait par solidarité. Donc c'est ça qui est essentiel aujourd'hui pour nous, c'est le schéma que nous avons choisi, parce que la Guadeloupe est riche de son potentiel, et si je crois bien, nous sommes les premiers, le département français des plus riches dans la biodiversité végétale et la biodiversité marine. Alors, Marie-Luce Panchard, vous êtes d'accord avec beaucoup de choses dans l'intervention d'Alan Nagam, mais déjà sur ce constat que le plan de relance de l'État ne convient pas à la Guadeloupe. Vous partagez cette analyse ? D'abord, dans ce que vient de dire Alan Nagam, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement le plan de relance et puis il y a l'avenir de la Guadeloupe par rapport à son développement économique. Quels sont les secteurs qu'on doit prioriser si on veut effectivement protéger notre tissu économique? La région, pour l'instant, a deux axes. C'est tout faire pour sauver les entreprises qui existent déjà, parce qu'en sauvant l'entreprise, on sauve les emplois. Monsieur Nagam parlait de 60%. Moi, je n'ai pas tout à fait ces chiffres parce que je regarde un peu les données de l'INSEE. D'ailleurs, il y a un paradoxe. Quand vous regardez la conjoncture économique de la Guadeloupe, vous vous dites, je me suis posé la question, on aurait dû avoir des chiffres beaucoup plus catastrophiques que ceux que l'INSEE vous renvoie, puisque le taux de chômage est à 17%, on l'a connu à 23%. On voit qu'il y a une reprise de l'activité, notamment par la création de très petites entreprises, et que même au niveau de l'emploi, il y a une diminution des nombres de chômeurs, même si c'est plutôt l'emploi intérimaire qui se développe, puisqu'il augmente de plus de 23%, ce qui veut dire que l'envie de reprendre est là, mais ça ne se concrétise pas. Donc il y a la question de la confiance qu'on doit rétablir pour permettre aux chefs d'entreprise d'y aller. Et c'est pour cela qu'on a mis un certain nombre de dispositifs, comme le fonds de résilience, les prêts rebonds qu'on a signés avec la BPI. Ça fonctionne aujourd'hui? Ça fonctionne parce que quand je fais le bilan, pendant cette période de crise, il y a eu 590 entreprises qui ont bénéficié de ces fonds de garantie parce que les banques ne voulaient pas jouer le rôle. Et ça, c'est tout à fait logique. On a mis 10 millions à côté de la BPI pour effectivement avoir cet effet démultiplicateur qui a permis aux entreprises d'avoir ces prêts. L'État a mis le PGE. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là et qui montrent que effectivement, si les choses ne sont pas parfaites, on a pu quand même
tenir ce tissu économique, même s'il est extrêmement fragile. Puis l'activité partielle a sauvé un certain nombre d'emplois. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Mais on ne peut pas considérer que rien n'a été fait. Après, il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer pour aller vers des moyens qui sont mis à la disposition des entreprises, de manière à ce qu'ils puissent capter plus facilement, je dirais, l'argent public, mais en ayant conscience aussi que nous avons une responsabilité de la bonne utilisation de cet argent public. Donc, nous devons mettre en place des critères et nous devons effectivement informer les entreprises que ce n'est pas pour les ennuyer, mais qu'il y a cette obligation. Et puis, moi, j'ai surtout envie de dire que cette crise a permis de montrer que cette paupérisation, elle existe, parce que vous voyez par les chiffres officiels que la situation est moins catastrophique. Et dans le quotidien, quand vous rencontrez les gens, vous voyez cette souffrance et vous voyez monter cette précarité. Ça veut dire quoi ? Moi, je vais vous dire ce que c'est en train de se passer. C'est que la Guadeloupe vit, et nous le savons tous, une bonne partie de son économie est une économie informelle. Et que pendant cette crise, cette économie informelle qui faisait tourner la Guadeloupe... Elle nous a permis de supporter. Elle nous a permis de supporter toute la difficulté. Elle a joué son rôle en tant que buvard social, même si c'est pas nous, on peut pas soutenir cela. Et lorsque la crise est arrivée, cette économie informelle n'a pas fonctionné, n'a pas pu aider les familles, mais elle n'a pas bénéficié des dispositifs mis en place par l'État. Et donc, ce que nous devons faire, la puissance publique, c'est ramener cette économie informelle dans le droit commun pour lui permettre de mobiliser les moyens mis par l'État, mis par la région et par l'ensemble des collectivités, ce d'autant qu'on a un champ d'investigation énorme, et je le porte vraiment parce que j'ai envie de travailler ce domaine-là, c'est l'économie sociale et solidaire qui, je dis en Guadeloupe, peut être une solution, non pas pour en faire une économie des pauvres, hein, pas du tout. C'est être dans une autre façon de penser l'économie sur toutes les questions du développement durable. On est dans cette évolution de notre société. On ne parle plus l'économie comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans. D'ailleurs, moi, je considère, est-ce que le tissu économique, c'est pas celui des très petites entreprises? Parce qu'avec le numérique, avec effectivement la transition écologique, on n'a pas besoin forcément de réindustrialiser la Guadeloupe. Peut-être dans des secteurs traditionnels, mais il y a d'autres secteurs où je pense qu'il y a des vraies niches dans lesquels on peut créer de la richesse, on peut créer des emplois. Justement, dans ces secteurs, on a vu l'explosion de création d'entreprises, comme vous le disiez, de façon paradoxale, notamment dans le domaine du numérique, les services, le consulting, comme Madame Costa. Est-ce que, mesdames, j'ai envie de vous poser cette question, Betty Fosta puis Aurore Costa, est-ce qu'au final, cette crise n'a pas été une opportunité pour les intelligences et les initiatives innovantes en Guadeloupe ? Je dirais, comme Churchill, partout où il y a crise, il y a opportunité. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une tautologie, c'est assez simple à comprendre. Mais qui dit opportunité dit aussi une forme de souffrance pour certains, pour arriver en fait à une efficacité de cette transformation financière ou de ces engagements, cette prise de risque en tant qu'entrepreneur. Alors moi, je vous dirais que ma lecture est un petit peu autre. Hein. Bon, je suis par ailleurs cofondatrice d'un club d'investissement qui s'appelle les Clubs des Cigales, qui est spécialisé en économie sociale et solidaire. On a échangé avec pas mal de chefs d'entreprise. On s'est rendu compte qu'il y a certains chefs d'entreprise qui ont des problématiques, on va dire, un peu difficiles avec la gestion administrative de leurs dossiers, de leurs projets. Ils ont peur qu'on regarde leurs chiffres, qu'on regarde dans leurs comptes. Ils n'ont pas la culture du co-travail, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ce qu'on appelle des CPM partners, des gens qui arrivent, qui vous soutiennent financièrement, qui vous donnent des conseils, qui veulent votre réussite. Ils ne sont pas là pour prendre votre place de chef d'entreprise. Et donc, en tant qu'investisseur, on a près d'une trentaine de chefs d'entreprise qui mettent une partie de l'argent de leur épargne
pour aider d'autres chefs d'entreprise à grandir, etc. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que il y avait tellement d'argent gratuit et facile que d'autres se disaient, mais avoir ce genre d'acteurs à nos côtés, on n'en a pas besoin. Alors que quand on regarde d'autres sociétés qui fonctionnent un peu mieux à travers le monde, même au niveau de l'Afrique où ça a beaucoup explosé, c'est intéressant d'avoir des investisseurs qui ont un regard managérial pour grandir et voir trouver des débouchés par rapport à là-dessus. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, sur la question vraiment de la partie opportunité, il y a certains secteurs qui ont bondi autour du sanitaire, tout ce qui est la santé, tout ce qui est numérique, etc. Certains secteurs du numérique, mais d'autres ont souffert. Donc il ne faut pas se voiler la face, il y a eu de la casse, énormément de casse, mais j'ai envie de dire, sur la grosse question de la transformation, beaucoup de gens ont fait de briques et de broc en prenant des solutions ou en improvisant, mais je vais être honnête, très peu ou pas assez à mon goût. N'ont pris le temps de co-construire leur infrastructure numérique, leur résilience, la gestion de leurs collaborateurs, avoir une vision de déboucher au-delà de la Guadeloupe, parce que on est quand même sur un archipel. On a conscience que pour les services, quand on est talentueux en Guadeloupe, on peut aller partout. C'était l'occasion. Oui, Marie-Lise Ponchard. Parce que ce que Mme Posta est en train de dire, c'est tout à fait pertinent. Il ne faut plus avoir la culture du secret autour de l'entreprise. Il faut accepter effectivement cette co-construction, il faut accepter ces échanges. C'est pour cela qu'on soutient les coworking, c'est pour cela le réseau Entreprendre. On aide effectivement toutes ces structures qui vont venir accompagner les futurs porteurs de projets parce que je pense qu'il y a cette évolution des mentalités. Beaucoup pensent que pour être chef d'entreprise, il faut appartenir à une catégorie sociale et que c'est parce qu'on n'a pas les moyens qu'on ne peut pas demain devenir un chef d'entreprise. Oui, aujourd'hui, l'entrepreneuriat a évolué. On n'est plus dans ces rapports, je dirais, de très grandes entreprises. On a d'un côté les dirigeants et les salariés. Et les salariés et les dirigeants, ça forme un tout. Et c'est ensemble qu'ils vont faire progresser et ils vont participer à cette cohésion sociale. C'est une autre façon de penser l'entreprise. Et moi, je me félicite, je vous le dis sincèrement, parce que je vois cette évolution de la part de certains jeunes qui ont envie d'investir en Guadeloupe, mais pour l'instant, il faut qu'on aille un peu plus vers eux et qu'ils nous fassent confiance, qu'ils viennent vers nous, parce qu'on attend que ça, de pouvoir les aider à donner une autre image. Et ça va changer d'abord nos rapports sociaux, ça va changer le dialogue social. On ne verra pas d'un côté les chefs d'entreprise qui sont forcément ceux qui vont opprimer les plus faibles. On va être dans une co-construction et c'est comme ça que la Guadeloupe va avancer. Et il y a un domaine qui le permet, vraiment celui-là, c'est le numérique, je pense, parce qu'il permet de casser tous les codes que nous avions du fonctionnement d'une entreprise. Betty Fosta ne vous démentira pas, mais avant je regarde Aurore Costa, quand on dit que cette sociologie de l'entrepreneuriat change aujourd'hui, vous qui êtes consultante auprès d'entreprises et qui êtes aussi membre active du réseau Les Premières et également de Jeunesse Outre-mer, c'est quelque chose que vous constatez au quotidien? Oui, c'est vrai qu'on constate que dans l'association donc Les Premières de Guadeloupe qui accompagne les femmes porteuses de projets, entre le nombre d'inscriptions de l'année dernière par rapport au nombre d'inscriptions cette année, il y a une vraie prise de conscience de femmes salariées qui se rendaient compte qu'elles avaient envie de créer leur propre richesse, qu'elles avaient envie de créer leur entreprise, qu'elles avaient envie d'apporter leur pierre à l'édifice économique de la Guadeloupe et au fait qu'on a des talents et que c'est important qu'entre autres ce public des femmes soit accompagné. Donc elles sont de plus en plus nombreuses à s'inscrire. On a deux dispositifs. Un dispositif avec une promotion nationale qui est financée par BPI sur l'émergence d'entreprises. Elle rentre dans une promotion nationale, donc avec d'autres. La fédération Les Premières, c'est une fédération nationale et donc on a une antenne en Guadeloupe. Donc elles sont en promotion avec d'autres personnes partout en France. Il y a un tronc commun qui est fait en distanciel et elles ont aussi un accompagnement de suivi en présentiel. Et entre autres, je suis bien placée pour en parler puisque je suis référente pour. On a aujourd'hui 5 incubés sur ce projet BPI avec des filières intéressantes à développer puisqu'il y en a sur l'agrotransformation.
On a sur de l'écotourisme, il y en a certaines, une qui bosse aussi sur le recouvrement des impayés, on a un café ésotérique, enfin bon, on parlait de la crise comme une opportunité. Monsieur Nagam, au téléphone, vous nous disiez tout à l'heure que cette crise a surtout souligné que nous sommes à la fin d'un modèle économique. Qu'est-ce qu'il faut réinventer Oui, voilà, économique, comptoir. Qu'est-ce qu'il faudrait réinventer aujourd'hui pour pouvoir garantir cette relance qui est plus que nécessaire? Mais de toute façon, Marius Fanchard disait quelque chose, redonner confiance. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut redonner confiance, mais il faut aussi que nous ayons confiance en la Guadeloupe et que nous apprenions à découvrir ce potentiel que nous offre le territoire. Aujourd'hui, le modèle économique même doit évoluer, et c'est pour ça que je salue l'action de Betty Foster et tout le travail qu'elle fait, parce que la transition numérique et la transition énergétique, c'est les deux clés pour sauver l'économie guadeloupéenne aujourd'hui et le développement des petites entreprises. Et cela, par contre, c'est pour ça que je dis que quand nous parlons de perte de 60%, l'économie informelle qui s'est développée, elle s'est beaucoup développée justement par des chefs d'entreprise qui cherchent à se relancer en ayant une activité informelle pour essayer de refaire une capitalisation. Pourquoi ? Parce que cette capitalisation-là manque. Et c'est pour ça que quand nous parlons de plan de relance d'activité et du financement du haut de bilan, c'est parce qu'on sait qu'il y a une manne financière qui manque à ce niveau-là pour pouvoir réorganiser la trésorerie des entreprises. Et j'entends beaucoup parler de la BPI aujourd'hui, dans le cautionnement ou dans d'autres choses. Maintenant, on a besoin d'une banque partenaire. Et malheureusement, nous, à la FTPE, nous sommes obligés d'aller le chercher à l'étranger par les fonds d'investissement aujourd'hui. Nous sommes obligés de secourir, par exemple, de Bex au Luxembourg. Nous avons une autre partenaire qui est pas loin de nous, donc aux États-Unis. Donc, et nous travaillons beaucoup aussi avec des partenaires canadiens. Est-ce que nous sommes obligés d'aller chercher là des partenaires pour pouvoir accompagner ce plan de relance que nous voulons? Parce qu'effectivement, il y a pléthore. Et moi, justement, j'encourage les chefs et les jeunes à créer des entreprises, mais il faut savoir qu'il faut que nous choisissons notre terrain. Oui, la production industrielle est nécessaire, est essentielle pour la relance de l'activité de l'économie de notre territoire, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un cas facile, dans le végétal, c'est-à-dire les plantes tropicales, nous avons matière effectivement à conquérir le monde. Et c'est pour ça que nous, on a un schéma qui est très clair. Place du marché de territoire que nous avons présenté aux assises de l'outre-mer. Former, production, transformation, packager, commercialisation, distribution à l'export. Et quand je prends par exemple aujourd'hui, nous formons beaucoup de jeunes, par exemple dans la cuisine, etc. On les voit, ils sont pléthores, mais nous n'avons pas de marché. J'ai proposé d'ailleurs à la collectivité régionale de pouvoir créer la route de la gastronomie créole. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'apprentis cuisiniers adhérés qui donnent à manger à nos touristes de poulet frites ou alors des steaks frites, alors que nous avons une qualité gustative de notre cuisine qu'on peut remettre en valeur en accompagnant ces jeunes justement par le biais de l'actionnariat à développer leur propre restaurant, parce qu'ils sortent de l'école sans rien, les accompagner dans ça pour que nous puissions donner de la valeur à notre production de terroir. Nous avons un terroir formidable. Nous avons effectivement une route de saveur à développer. Nous avons un potentiel à commercialiser et à vendre. Et je pousse ça. Et bon, je ne veux pas parler des projets que l'FTPE, parce que ce n'est pas le rôle. Nous devons garder quand même un certain nombre de choses pour nous autour de ceux que nous accompagnons. Parce que comme je dis, l'FTPE est là pour accompagner les porteurs de projets. Nous ne faisons pas leur part. Nous les accompagnons à réussir leur projet. Et même si nous orientons, effectivement, nous déposons l'idée, les coins de développement, c'est-à-dire que les orientations de développement sur lesquelles nous devons aller. Aujourd'hui, il nous est très clairement proposé par un réseau de développement, effectivement, que nous puissions développer, effectivement, à partir de la biodiversité végétale, une industrie en capacité, effectivement, de conquérir le monde. Ça, c'est des choses que je parlais après avec la collectivité régionale. Mais aujourd'hui, effectivement, nous devons faire confiance à ce que nous avons. Nous devons effectivement, c'est pour ça que je partage cela. La transition numérique, la transition énergétique, la mer, c'est des sujets justement qui doivent sur la question de la transition numérique. Marius Panchard, vous vouliez réagir sur ce que M. Nagam dit? Je veux réagir par rapport à ce que vient de dire Alain Nagam. Oui, bien évidemment.
Mais la culture de l'entreprise, il faut qu'on accepte aussi une certaine évolution parce qu'on a une conception de l'entreprise qui est très individualiste. Et tout ce que Alain Nagam dit et que je partage parfaitement, on voit bien qu'on a du mal au niveau de la transformation agroalimentaire parce qu'effectivement on n'arrive pas à travailler, à organiser les filières. On est sur des petites échelles. Or, nous sommes sur un petit territoire, l'économie elle est ce qu'elle est, il faut regarder ces questions de part de marché et seul on ne peut pas y parvenir, donc il faut le faire avec les autres, mais pour l'instant on a tendance effectivement à se cloisonner et on ne voit pas l'entreprise comme un outil qui permet de partager où chacun trouvera les moyens de créer de la richesse. Et cette évolution, elle n'est pas encore complètement effectuée. C'est bien pour cela qu'on a des difficultés parce que on peut effectivement avoir des idées, mais il faut que les porteurs de projets, il faut que les investisseurs soient en rendez-vous et je ne suis pas sûre qu'ils le soient. En revanche, c'est pour cela que je dis que le numérique peut nous permettre d'avancer là-dessus parce que l'export, on connaît les difficultés. Nous sommes une partie du territoire national, nous dépendons de l'Union européenne avec toutes les contraintes qui sont ces contraintes et c'est comme ça, on ne peut pas faire différemment. Mais par contre, lorsque on fait du e-commerce, lorsqu'on utilise ce moyen-là, eh ben, il n'y a pas de frontières et donc on peut plus facilement se développer et c'est là que je pense qu'on doit appuyer très fort et moi je formule vraiment le vœu d'accompagner toutes ces entreprises dans ce domaine qui est le domaine de l'innovation et je le dis tous les jours à la région, j'aimerais avoir des enveloppes moins importantes sur la RIS ou la RDA, même si je sais que ça aide le tissu économique le plus petit de la Guadeloupe avec les aides qui peuvent aller entre 10 000 et 30 000, mais j'aimerais que sur l'innovation, nous ayons plus de projets pour essayer de développer toutes ces startups, tout ce secteur qui demain peut permettre à la Guadeloupe effectivement de rayonner au-delà de son territoire. Ce n'est pas Betty Fosta qui vous contredira. Betty Fosta, avant que nous puissions aller plus loin sur les opportunités dans l'économie disruptive et numérique pour la relance post-Covid en Guadeloupe, j'aimerais qu'on puisse faire un point de définition avec vous et Aurore Costa sur ce qu'est l'innovation, puisque c'est de plus en plus un mot que l'on entend à la mode, une expression, sans vouloir faire offense à Marie-Louise Panchard, parfois galvaudée aussi. On entend quoi quand on parle d'innovation ? Alors, l'innovation a une définition qui est au niveau ISO, au niveau mondial. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation fondamentale et l'innovation plus type applicative autour des usages, autour des débouchés, autour de certains prototypages, etc. Tandis que l'innovation fondamentale au niveau de rupture, on est sur d'autres logiques. Très souvent, je constate ici, quelqu'un arrive avec une petite application ou un site, il crée ça, il dit que c'est une innovation ou il est une start-up. Ou, comme je veux dire, ce mot-là est plus entendable par des élus, mais aussi d'autres dirigeants, mais forcément, je suis une start-up parce que j'ai moins de 3 ans, 2 ans. Donc, ça devient galvaudé parce que, en face, dans les logiques de décision, il y a aussi une acceptation qui est plus agréable là-dessus. J'ai envie de dire qu'en ce qui concerne l'innovation, il faut aller vers des projets de rupture des marchés, mais ça veut dire que nos universités, nos centres de recherche doivent travailler, ou même des centres de recherche qui sont sur nos sols, ils ne doivent pas avoir une logique, entre guillemets, d'utiliser de captation des fonds, et après on va voir que nos travaux ou tout l'argent, ça va servir à développer Montpellier ou autre chose. On a vraiment un problème, pour moi, de cohérence au niveau en fait, des fonds. C'est-à-dire qu'on a un territoire, entre guillemets, de piraterie. Vous avez des mercenaires, des pirates qui arrivent de partout et qui sont là, ils viennent capter... Alors là, Madame Fosta, vous touchez vraiment du doigt là où ça fait mal, et je peux vous dire qu'avec ma collègue, aussi bien Chantal Hérus, sans langue de bois, et avec Sylvie Gustave Duflo, actuellement nous sommes en train de vérifier tout ce que vous êtes en train de dire, parce que moi maintenant je considère que pour aider l'innovation, comme vous dites, la recherche fondamentale, moi j'accepte effectivement de soutenir ces projets dès lors que l'application se fait chez nous. On a trop vu de bureaux d'études qui viennent ici, et pourquoi ils viennent ici, je vais vous dire tout simplement
simplement parce qu'au titre de la politique de cohésion sociale, la Guadeloupe a plus de moyens au niveau des fonds européens et je trouve même que ce sont des cabinets, des services qui devraient être financés par le ministère de la Recherche et comme l'État a diminué considérablement les crédits de la recherche, ils viennent piquer, excusez-moi le terme, les fonds européens pour aller faire de l'application à Lyon ou à Grenoble. Ben ça, je peux vous dire que quand j'en suis dans une commission, j'ai eu des retours qui n'étaient pas toujours très agréables parce que, bon, bien évidemment, le président... moi, je refuse de financer. J'émets un avis défavorable dès lors qu'effectivement, derrière, il n'y a pas l'assurance d'avoir une application avec notamment l'université, parce qu'on peut le faire avec l'université, on peut le faire dans bien des domaines. Et vous savez à quel moment je me suis rendu compte de cela? C'est lorsque j'ai été aux Canaries, parce que maintenant je ne m'occupe pas des fonds européens, mais je suis toujours un peu attachée à mes premiers amours, et que j'ai vu qu'effectivement nous avions financé exactement la même chose, sauf que les Canariens avaient obtenu que l'application se fasse chez eux et qu'ils avaient créé 200 emplois. Et que nous, on avait financé, on n'avait rien eu. Ce jour-là, je suis rentrée, j'ai dit plus jamais j'accepterai ça. Alors, je ne me fais pas beaucoup d'amis en ce moment sur ce débat-là, mais Madame Fosta, vous avez en face de vous quelqu'un qui veut se battre pour ça, parce que je trouve qu'il y a une captation des fonds qui sont destinés, qui sont destinés à nos territoires, et il y a des gens qui sont spécialistes, qui maîtrisent parfaitement les dispositifs, alors que nous, parfois, nous prenons du temps, mais eux, je dirais, ce sont des prédateurs. Ah oui, j'emploie un terme très fort, ce sont des prédateurs, et si vous n'avez pas des élus aujourd'hui qui sont très sensibles à ça, bien évidemment, de bonne foi, on peut accepter. Donc là, nous sommes extrêmement vigilants parce que nous voulons, au niveau de la collectivité régionale, l'équipe en place, on veut vraiment développer notre territoire. Donc nous aussi, en tant qu'entreprise. Et non, on ne laissera pas les fonds européens qui représentent plus d'1 milliard, il faut qu'ils restent en Guadeloupe et qu'ils permettent de développer ce territoire parce que nos jeunes ont besoin de ça et on a besoin de créer d'emplois. Excusez-moi d'être un tout petit peu en colère, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche à cœur parce que c'est pas acceptable. Dans le complément, en fait, en réalité, quand on regarde un petit peu la cohérence, il faut effectivement plus de Marie-Luce Ponchard dans les commissions pour gérer les dossiers, etc., pour effectivement regarder l'impact. Comment ça transforme, combien d'emplois on crée, etc., parce que c'est ça la vérité. C'est les dossiers bien maquillés avec un homme de paille ou un faux bureau ici, ça arrive souvent. Ensuite, vous avez les questions des marchés, des appels d'offres. Moi, récemment, au niveau de IPOS, ma société, j'ai eu quelques démêlés avec certaines administrations ou certaines entreprises, où je constate que vous avez des sociétés qui arrivent de l'extérieur, qui arrivent avec du dumping, qui arrivent alors le dumping, pour ceux ici qui ne sont pas... en cassant les prix. Et en plus de ça, derrière, mais comme ils ont, en termes d'équipe ou territoire, beaucoup plus de choses à montrer, etc., donc ils peuvent montrer ça. Donc on ne voit pas, entre guillemets, la différence de coût de production qu'il y a entre les entreprises qui investissent. Parce que moi, mes collaborateurs, ils sont de Guadeloupe, de Marie-Galante, mais les stagiaires, les apprentis, etc., ils sont d'ici. Donc, je crée de l'emploi. Mais les personnes à qui on donne ces activités, ces marchés, ils vont prendre le pognon et il n'y aura pas d'emploi. Vos enfants, demain, s'ils veulent un stage, demandez-leur de prendre vos enfants en stage. Ils vont vous regarder. Bien sûr, merci pour l'argent. Mais c'est tout. Et donc, ça, il y a une vraie question de cohérence. J'aimerais juste terminer rapidement. Parce qu'en fait, il faut regarder cette question de cohérence, construction, production, qui est nécessaire. Après, il y a la question aussi d'innovation, et ça c'est nécessaire à penser, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous rend en fait particulier, qu'est-ce qui nous rend un peu spécifique, etc. J'ai envie de dire nos faiblesses, la question risque sismique, etc., c'est nos forces. Moi, au niveau de mon entreprise, lorsque j'ai développé des applications, j'ai été présenté ça en Haïti, dans pas mal de pays. Notre faiblesse, c'est le problème d'Internet. On a tous des problèmes d'Internet, des problèmes de coupe de connexion, etc. On a des problèmes de débit, on a des problèmes liés à la compréhension de certains publics. Et donc, par rapport aux solutions que j'ai développées des solutions qui soient utilisables même en mode déconnecté et qui soient compréhensibles par quelqu'un qui sait à peine lire et écrire, parce qu'on a besoin de prendre en compte ces disparités de nos sociétés. Vous avez des personnes qui comprennent ça au niveau international, etc. Mais à notre niveau, on a tout un travail à faire avec les acheteurs, surtout les acheteurs publics, qui des fois vont regarder la loi
avec la loi, alors que vous avez sur la France hexagonale, j'ai adoré, bon, je suis pas, voilà, mais Monsieur Wauquiez, le gars, quand il intervient, il dit, mes entreprises d'abord, voilà, et quand il se déplace, il est allé au CES de Las Vegas, il a embarqué les entreprises de sa région, la région Aura, et donc toute la politique, toute l'approche d'achat, et même que ce soit son organisation, les organisations qui financent. Là-dessus, sachez que le président a demandé, et nous avons un cabinet qui est en train de nous accompagner pour qu'au niveau des marchés publics, ces clauses sociales soient mieux intégrées de manière à favoriser effectivement notre tissu économique. Ça passe aussi par là. Mais si votre cahier des charges est mal monté, vous n'allez pas avoir cet effet d'attractivité pour soutenir des entreprises qui aujourd'hui existent et qui pourraient répondre. Donc on est en train de travailler tout ça parce que la loi le permet, le législateur l'a permis. Donc il y a des régions qui ont bien avancé là-dessus et je connais suffisamment Laurent Wauquiez pour lui faire confiance. Il est très bon. Pour défendre sa région qui est une région défavorisée parce qu'elle est essentiellement rurale. Donc nous, on est en train de faire la même chose parce qu'il faudra, je dirais, agir sur différents leviers. Ah oui. On a tous besoin les uns des autres dans cette affaire-là pour réussir. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous, les entreprises, pour nous interpeller, à la limite, nous bousculer. Plus souvent, Madame Pochard. Nous bousculer. Et en même temps, vous avez besoin de comprendre les contraintes qui sont les nôtres. Parce qu'on a des contraintes. Et puis nous, on doit rendre compte, parce que c'est l'argent public, c'est votre argent, c'est l'argent des impôts. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais je crois qu'on peut déjà faire beaucoup, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été vraiment améliorées. Mais nous, on n'a pas su s'en saisir. Et là, il faut le faire. Je pense que c'est le bon moment. C'est pour ça que j'ai vraiment, sur la question de développement économique, j'ai voulu être à temps plein sur ces sujets-là, pour essayer de faire qu'on avance et qu'on ne soit pas sur des schémas classiques qu'on a connus par le passé, où on a le sentiment que nos économies sont portées à bout de bras, même si on sait que c'est la puissance publique qui soutient l'économie de la Guadeloupe. Mais j'aspire à une Guadeloupe où demain, ce sont les chefs d'entreprise, c'est-à-dire ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui vont se dire, eh bien la richesse, c'est nous qui la créons. Justement, Aurore Costa, vous êtes au contact quotidien de ces chefs d'entreprise, notamment ces jeunes chefs d'entreprise, et de plus en plus de femmes qui s'affirment comme leaders dans des secteurs qui étaient dits masculins, de façon traditionnelle. Est-ce que vous sentez cette volonté qu'exprime Marius Panchard que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs soient justement ces locomotives ? Oui, alors d'abord le premier point c'est par rapport à cette prévalence locale où je pense que c'est vraiment important et c'est très frustrant étant moi-même chef d'entreprise répondant à des appels d'offres quand ensuite je reçois des réponses aux appels d'offres, entre autres par exemple je pense à un dernier appel d'offres sur un opérateur de compétences où sur 5 cabinets sélectionnés il y en avait 3 qui venaient de France hexagonale. Je ne remets pas du tout en question la compétence de ces cabinets, mais je pense que pour bien accompagner un chef d'entreprise aujourd'hui il faut bien connaître le tissu économique et quelque part le consultant il vient en tant que facilitateur, il vient aussi amener son réseau, il vient donner le coup de pouce qui va permettre de débloquer une situation. Et que quand on ne connaît pas les interlocuteurs sur le territoire, pour moi, l'accompagnement perd de sa valeur. Ensuite, par rapport aux chefs d'entreprise, aux jeunes chefs d'entreprise, je suis effectivement aussi à Jeunesse Outre-mer qui accompagne dans l'insertion des jeunes de 18 à 35 ans et des porteurs de projets. Et on se faisait la réflexion dernièrement que je pense que ce qui fait la différence entre 2009 et 2022 par rapport à la crise sociale, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de la génération des actifs plus ou moins jeunes, que là aujourd'hui on est tous en train de se retrousser les manches. Ouais. Pour faire avancer un vrai projet guadeloupéen de création d'emplois, de prévalence locale et surtout on se serre les coudes nous. Là dans le réseau, dans cette association, et je le ressens aussi aux premières de Guadeloupe avec d'autres chefs d'entreprise, on privilégie de faire appel à des formateurs qui sont basés en Guadeloupe. On privilégie de faire appel à un expert comptable qui est basé en Guadeloupe, à des fiscalistes. Aujourd'hui, on a des compétences certaines avérées en Guadeloupe. Et l'idée, c'est de se dire, cherchons d'abord ce que nous avons sur notre territoire avant d'aller le chercher à l'extérieur. Oui. Et puis, il y a toute une jeunesse qu'il ne faut pas laisser de côté. Parce qu'aujourd'hui, on voit un vrai décalage entre les besoins des entreprises et les jeunes qui sont sans emploi. Et il y a une instance aujourd'hui, je trouve qu'il faut qu'elle fonctionne différemment. J'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, c'est le CREFOM, qui est le comité régional
des emplois et des compétences au titre de la formation. On a un plan de formation, il faut savoir que ce sont des sommes considérables qui sont mises dans l'économie de la Guadeloupe pour former nos jeunes avec le FSE, qui est le Fonds social européen. Mais je ne suis pas sûre aujourd'hui que les formations dont on dispense, qui sont des formations souvent à un moment donné pour des personnes... Répondent-elles vraiment aux besoins du territoire? Répondent aux besoins. C'est vrai qu'il faut accompagner tous les bénéficiaires du RSA, il faut sortir de cette difficulté, mais pas que. Et il faut aussi qu'on arrive à former, parce que quand je vois des chefs d'entreprise qui dans le secteur des BTP me disent mais on est obligé d'aller chercher à l'extérieur parce qu'on n'en a pas ici en Guadeloupe, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça aussi, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte de remettre en cause l'existant, où il y a eu peut-être des rentes de situation, d'organismes de formation, avec ce que ça peut générer pour aller vers d'autres formations qui vont nous permettre de préparer l'avenir. Parce que si on ne le fait pas, la transition écologique, elle est là dans 20 ans. Hein, Marlise Planchard, ça veut dire qu'on va avoir un grand chantier de conduite du changement. Sommes-nous prêts pour ça en Guadeloupe? Oui, moi je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais. Je vous le dis sincèrement, on n'a pas le choix. Parce que sinon on va trouver des milliers de jeunes sans emploi et on va faire venir de la main-d'œuvre extérieure. Et l'explosion sociale, elle sera là. Alors il faut absolument, parce que ce ne sont pas des emplois... On le voit sur d'autres territoires de la Caraïbe. C'est parfois pas des emplois extrêmement qualifiés. C'est parfois un niveau Bac+2 dont on a besoin. C'est dans beaucoup de secteurs. C'est pour ça que je parle de l'économie sociale et solidaire. Il ne suffit pas de grand-chose. Mais ça ne sert à rien de faire des formations, je dirais, classiques, de prise de notes ou des choses comme ça, de compétences basiques. Oui, il faut lutter contre l'illettrisme. C'est vrai. Il faut ramener un certain niveau, mais il faut qu'on accentue. Et j'espère bien que les choses sont en train de stabiliser au niveau de Guadeloupe Formation, que Guadeloupe Formation va jouer tout son rôle dans ce domaine, même si effectivement nous avons beaucoup été sur la question de l'insertion, parce qu'il y a des gens qui étaient très très loin de l'emploi. Mais il faut qu'on aille encore plus vers les secteurs d'avenir. Et les secteurs d'avenir, ce sont ceux-là. Alors justement, question posée à M. Nagam au téléphone, ne faudrait-il pas, dans la logique de ce que Marlise Planchard expliquait, aller sur ces offres de formation plutôt vers des formations où on acquiert des compétences plutôt que d'aller vers des métiers qui, avec justement les crises successives, changent ou bien disparaissent et avec l'innovation, eh bien, s'inventent au quotidien? Tout à fait, je partage tout ce que vous dites sur le plateau. Je suis très content de cette colère qui fait ressortir un certain nombre de choses. Et ce que je dirais, c'est que Marlise Planchard a raison, parce qu'il faut savoir qu'au moment où nous posons la fibre optique, et chez nous en Guadeloupe, c'est les Portugais qui le posent, et pas nos jeunes Guadeloupéens. Donc, et dans d'autres cas, nous, à la FTPE, on a identifié un certain nombre de métiers que nous avons besoin et qui ont toujours existé aujourd'hui, que les entreprises du bâtiment vont chercher à l'extérieur. On n'a plus de carreleurs, on n'a plus de plombiers, on n'a plus d'électriciens ici chez nous dans la formation de nos jeunes. C'est des métiers de base. Et cela aussi, c'est pour ça que d'ailleurs, et dites-vous bien que nous, à la FTP, on a créé notre propre assurance dans l'économie sociale et solidaire qui s'appelle la COPAM, pour permettre aux petites entreprises d'avoir la décennale et la RCPO. Voilà un exemple effectivement que l'économie sociale et solidaire n'est pas seulement pour les petits métiers, mais nous avons effectivement une assurance aujourd'hui dans le cadre des économies qui permet effectivement aux entreprises d'avoir une décennale pour un marché qu'ils ont obtenu, parce que souvent ils payaient une décennale et ils n'avaient pas de marché. Donc, à travers l'action que nous avons menée, nous avons permis à des artisans de pouvoir mieux appréhender le développement des marchés. Donc tout cela, c'est effectivement... Donc nous avons identifié nous-mêmes un certain nombre de secteurs d'activité où nous avons effectivement créé l'Institut de management responsable, c'est-à-dire un centre de formation. Nous avons aussi un groupement d'employeurs pour permettre effectivement, parce qu'on a créé une coopérative d'artisans pour les faire travailler sur les grands chantiers. Donc, le groupement d'employeurs est là pour les doter en personnel. Donc, tout ça, ce sont des outils que nous créons, ce sont des outils que nous souhaitons partager. Et là, volontiers, je suis très heureux d'entendre cette conversation sur le plateau et très heureux aussi d'entendre Marlise Planchard nous dit qu'on partage le combat. Mais ce que je souhaiterais surtout, c'est que plus que jamais, et notre combat que nous menons actuellement, c'est de faire en sorte que la représentativité des petites entreprises au devant de la Commission européenne de Bruxelles, que nous voulons appeler TPE Outre-mer, au même titre que Rodom, au même
même titre que Rodom, nous voulons effectivement que les activités des métiers de service, le petit commerce et toute la transversalité de ce que nous représentons puissent être mieux représentées au devant de la Commission européenne pour que nous puissions bénéficier effectivement de tout ce qu'on appelle les fonds consommés effectivement dans le réseau des TPE européens. Donc ça aussi, c'est un combat que nous devons mener pour mieux mettre la représentativité des petites entreprises à tous les niveaux. Et quand on sait qu'aujourd'hui que la France ne nous donne plus rien, mais c'est beaucoup plus vers l'Europe que nous devons nous tourner, nous devons être mieux représentés au devant de la Commission européenne. Ne compter sur quiconque pour le faire, compte sur nous-mêmes, parce qu'on a la compétence, effectivement, et je suis très heureux d'apprendre qu'on chasse des cabinets extérieurs qui viennent souvent nous interroger nous-mêmes pour pouvoir faire un projet qu'on leur a donné, alors qu'ils sont des cabinets extérieurs. Donc, très heureux d'apprendre effectivement qu'on les chasse au profit de la compétence locale. Donc ça, c'est essentiel aujourd'hui pour nous. Et je suis très heureux vraiment de vous écouter et de faire en sorte que nous puissions prendre d'autres orientations, une orientation nouvelle qui va permettre effectivement le développement économique de la Guadeloupe et le développement économique du territoire. Justement, M. Nagam, malheureusement, on arrive au bout de l'émission. En quelques mots, très rapidement, si vous aviez une recommandation à faire pour pouvoir participer à relancer cette économie guadeloupéenne aujourd'hui dans ce contexte presque post-Covid, quelle serait-elle ? Si j'ai un conseil à donner aux jeunes Guadeloupéens, c'est de s'unir. L'actionnariat est fait pour ça. C'est seulement que nous allons créer des entreprises de qualité, de compétences, dans une entreprise avec pouvant bénéficier du capital risque, de l'accompagnement essentiel de tous ces techniciens que nous avons autour de la table. Aussi, nous devons effectivement développer des sociétés accompagnées. On a bien entendu. Et effectivement, là, je regarde Betty Fosta. Je vous pose la même question. Je vous vois sourire, puisqu'on connaît votre combat aussi pour ces entreprises accompagnées. Alors, mes combats, en fait, disons qu'il faut comprendre qu'à Guadeloupe, c'est comme une pomme cannelle. Autant de bosses que de réalités, que de contraintes. Cette société multiple, riche, avec ses cabosses, mais c'est surtout ses énormes opportunités. J'ai envie de dire, qu'on s'aime ou pas, arrêtons un petit peu 2 secondes et essayons de travailler en bonne intelligence. C'est-à-dire que ce qui est des élus, des entreprises, de temps en temps, moi, je me rappelle il y a quelques années, j'étais dans une rencontre au ministère de l'Outre-mer, j'ai assisté à 2 rencontres, et ces 2 rencontres, je constate que pour les élus de la Réunion, l'élu en question ne parle pas sans avoir à ses côtés certains chefs d'entreprise ou certaines grosses associations. Et c'est important qu'on apprenne à mieux collaborer, mieux échanger, mieux co-construire les choses, même si c'est parfois difficile. Parce que bon, je veux dire, on a tous un passé. Mais je prends l'exemple que j'ai connu récemment au niveau de Guadeloupe Tech, où j'étais présidente. On a eu le bonheur d'avoir été sélectionné pour l'AMI il y a la région. Ça nous a permis enfin d'avoir un lieu totem du numérique. J'ai hâte que la région vienne à nos côtés inaugurer ce lieu et en fasse un lieu de force, de frappe pour le numérique en Guadeloupe. Et c'est important de se dire, bon ben, ok, on a des outils, on a des risques. Comment faire travailler un tel, et je ne veux même pas savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà le cap que j'ai pour cette Guadeloupe. Donc c'est ce cap-là à co-construire avec toutes les petites bosses qui existent de façon à faire un fruit très riche et que ça puisse profiter aux générations présentes et à venir. Parce qu'on n'a pas besoin, entre guillemets, de subventions, on a besoin de marché, on a besoin d'opportunités, on a besoin de grandir et on a besoin de vivre ensemble. Très bien. Très intéressante cette métaphore de la pomme cannelle. Aurore Costa, si vous aviez une recommandation, vous qui êtes au contact justement des jeunes entrepreneurs pour cette relance économique en Guadeloupe, quelle serait-elle ? Alors je ne sais pas pour les jeunes entrepreneurs, mais en tout cas pour les jeunes en général, je pense qu'effectivement la création de filières de formation qui correspondent vraiment aux besoins, donc sur les filières numériques, agrotransformation, bâtiment, c'est vraiment des sujets très importants. Mais en plus de ces formations, je dirais que que ce soit pour une recherche de postes salariés ou d'entrepreneurs, il y a vraiment cette notion de posture qui est importante sur la confiance en soi. Mais c'est important et c'est vraiment fondamental. Et c'est ce sur quoi on insiste, entre autres avec le dispositif Insertion Plus mené par Jeunesse Outre-mer. On travaille beaucoup la posture entrepreneuriale, ou la posture pour prendre ses fonctions en tant que salarié, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance avec les personnes avec lesquelles on travaille, prendre conscience de sa valeur.
être sur une posture positive, optimiste, pour se dire qu'on va y arriver et qu'on est dans la bonne démarche, dans la bonne dynamique, qu'on est en mode pensée créatrice pour y arriver et de laisser de côté parfois nos pensées... Être conscient de ses forces, de ses richesses, de son potentiel, pour bien faire ensemble, bien vivre ensemble et construire ce projet guadeloupéen qui nous importe à tous et toutes. Très bien, merci. Le mot de la fin sera pour vous, Marie-Luce Panchard. La Guadeloupe de demain qui est dans cette relance économique, vous la voyez comment ? La relance économique, pour moi, je l'assimile beaucoup à des dispositifs qui sont mis en place pour permettre effectivement que l'économie démarre. Mais moi, je vois plus loin. Moi, je rêve d'une Guadeloupe des entrepreneurs. Je rêve d'une Guadeloupe qui fonctionne différemment. Et si j'ai un message à passer, je crois que nous sommes en train de le faire, de nous remettre en cause. Je crois que chacun doit se remettre en cause dans les modes de fonctionnement qui sont les nôtres. Parce qu'on a parlé de formation, pour faire une formation, il faut qu'on puisse évaluer le besoin. Et aujourd'hui, les organisations professionnelles, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que chacun nous fassions un peu ce ménage. Et si nous apprenions à travailler différemment dans un partenariat qui consiste non pas à vouloir se mettre soi-même toujours en avant pour dire c'est moi qui fais, c'est pas l'autre. Ça n'a pas de sens. Il faut revoir le maillage du territoire, non pas en termes de valorisation des uns par rapport aux autres, mais au service d'un seul objectif qui est celui de se dire que la Guadeloupe peut se développer, surtout qu'elle est dans une partie du monde, la Caraïbe, qui n'aspire effectivement qu'à renforcer ses liens avec nous parce que nous sommes une référence, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Nous le serons dans le domaine de la santé, avec l'un des plus beaux plateaux techniques de la Caraïbe, et que là-dessus, il y a des choses qui peuvent être construites. Mais si nous sommes dans ces rivalités, nous n'allons pas y parvenir. En tout cas, il ne s'agit pas pour moi de porter un discours du jeu, c'est vraiment de le concevoir nous tous ensemble et surtout en essayant de faire tomber ces tabous et ces limites qui nous empêchent bien souvent de construire ce maillage. En tout cas, ça a été le dénominateur commun de toutes vos interventions, mesdames, et monsieur Nagam également, cette démarche partenariale, oui. Une petite chose, vous avez vu ce sujet, on l'a abordé un petit peu différemment, les femmes. Tout à fait. Et ça, je voulais le dire et vous remercier pour l'émission parce que c'est la première fois que je parle d'économie, mais pas de la même façon. Donc, je suis ravie de pouvoir le faire en ces termes. Et moi, j'étais ravie de vous recevoir, mesdames, et également monsieur Nagam. Et c'est vrai que c'est toute l'essence de cette émission, Les Experts au féminin, c'est d'avoir de plus en plus des femmes expertes dans nos domaines, que ce soit des politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires, qu'on puisse se défaire de ces plafonds de verre qu'on intériorise parfois et parler de sujets très sérieux, très stratégiques, avec une autre approche et effectivement peut-être parfois un peu plus constructive et plus humaine également. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mesdames, Marie-Luce Panchard, Betty Fosta, Aurore Costa, également monsieur Nagam au téléphone, d'avoir été nos invités pour cette édition spéciale des Experts au féminin. Et on vous retrouve la semaine prochaine avec nos chroniqueuses qui vont revenir de vacances. À très vite.